Alors bienvenue sur cette petite vidéo qui va traiter du chapitre 2, que produit-on et comment le mesure-t-on? Donc ce que nous avons vu, c'est que les agents étaient soumis à une contrainte temporelle. Leur temps est limité. On a également vu qu'ils étaient soumis à une contrainte budgétaire, leur budget est limité. Donc les agents doivent faire des choix parce que les ressources sont rares. Et parmi ces choix, ce sont aussi bien des choix de consommation que des choix de production. D'où la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette petite animation. Que produit-on? Alors on distingue deux types de production. La production marchande et la production non marchande. Du côté de la production marchande, on trouve plusieurs produits très divers, bien entendu, et nombreux, par exemple les grille-pains, les lampes de chevet, les ordinateurs portables, et bien d'autres. Ce sont des produits matériels qu'on peut accumuler et qu'on va appeler des biens. Il y a d'autres types de produits, comme les transports aériens, les coupes de cheveux chez le coiffeur, ou bien encore les courses de taxi, donc des produits immatériels qu'on ne peut pas stocker et qu'on va appeler des services. Les biens et les services s'échangent sur un marché à un prix supérieur au coût de production qui permet aux entreprises de faire des profits. Voyons le cas de la production non marchande à présent. On y trouve essentiellement des services, et en particulier les services publics, tels que la justice, l'éducation nationale, des parcs publics, les services rendus par des associations comme les Restos du Cœur. Ces services sont gratuits ou quasi gratuits à un prix inférieur à leur coût de production. Parmi les acteurs de la production non marchande, on trouve essentiellement les administrations publiques, l'État au sens large, par exemple la gendarmerie nationale, les hôpitaux, les services municipaux. On trouve également les associations. Vous en connaissez beaucoup, la Croix-Rouge, le Club Alpin, des associations sportives, mais aussi les Restaurants du Cœur dont on a déjà parlé. Du côté de la production marchande, il y a essentiellement les entreprises. Donc quelques exemples d'entreprises très connues, Peugeot, Apple, Airbus, La Poste. Un dernier acteur très important, les ménages, qui se situent aussi bien du côté de la production marchande quand ils sont entrepreneurs individuels, que de la production non marchande, puisqu'il y a une production domestique importante. Alors comment mesurer ces productions si diverses? Alors on considère qu'il y a deux niveaux d'analyse et de mesure. Le premier, au niveau d'un agent, par exemple une entreprise, il s'agit du niveau microéconomique. Un niveau plus global qui agrège tous les agents sur un territoire donné, sur un pays par exemple, on parle du niveau macroéconomique. Alors on peut commencer par le niveau microéconomique, celui d'entreprise par exemple. Donc on distingue la production physique, c'est le nombre de grille-pains par exemple, qui est produit pour une année donnée. On peut également calculer la production monétaire cette fois, donc exprimée en euros. Dans ces cas-là, la formule à appliquer est assez simple. Il suffit de multiplier les quantités produites par les prix. On peut également évaluer la production de richesse d'une entreprise. Alors, pour produire, une entreprise utilise des fournitures, du plastique, du métal, par exemple. Elle peut également utiliser de l'électricité. Tous ces produits qui seront détruits ou transformés au cours du processus de production et qu'on appelle donc consommation intermédiaire. Donc, grâce au processus de production, elle
produits, ici des grille-pains, et donc on peut mesurer cette production par la formule quantité fois prix. Alors il est facile de comprendre que la valeur de cette production, quantité fois prix, doit être supérieure à la valeur des consommations intermédiaires. Autrement dit, la valeur des consommations intermédiaires ne doit pas excéder celle de la production finale pour que l'entreprise crée des richesses. On obtient donc une inéquation que l'on peut transformer de la façon suivante. Quantité fois prix moins consommation intermédiaire doit être positif. Et le résultat de ce calcul, c'est la richesse qui a été créée dans l'entreprise lors du processus de production. On parle de la valeur ajoutée, c'est ainsi que les économistes nomment cette richesse qui a été créée lors du processus de production. Cette valeur ajoutée se calcule donc assez facilement en appliquant la formule suivante. Quantité fois prix moins consommation intermédiaire. Donc au niveau microéconomique, pour récapituler, nous avons la production physique, nous avons également la production monétaire, quantité fois prix, et la production de richesse, valeur ajoutée, qui est égale aux quantités multipliées par les prix, moins la valeur des consommations intermédiaires. Alors si l'on passe à présent au niveau macroéconomique, donc sur un territoire donné, pendant une période donnée, de très nombreux agents différents produisent des richesses. Et donc il s'agit d'agréger le tout, d'additionner toutes ces richesses pour obtenir ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. Le PIB est en fait la somme des valeurs ajoutées à quelque chose près de toutes les unités de production résidentes. Alors, attention cependant, il s'agit bien du produit intérieur brut. Cela signifie qu'on ne considère que les unités de production résidentes sur le territoire. Par exemple, Renault, qui possède une usine en Colombie, eh bien la production de cette usine ne compte pas dans le PIB français. À l'inverse, Toyota, qui possède une usine à Valenciennes, eh bien la production de cette usine sera comptabilisée dans le PIB français. Par ailleurs, le calcul du produit intérieur brut permet d'évaluer les richesses produites sur une période donnée et sur un territoire donné. On a vu que dans le cadre d'une entreprise, la valeur ajoutée se calculait selon la formule suivante: VA égale prix fois quantité moins consommation intermédiaire. En ce qui concerne les services publics, on imagine bien que le calcul doit être différent car ceux-ci ne vendent rien. Il n'y a pas de prix. Par convention, on va estimer la production monétaire de ces services publics à leur coût de production. Ceux-ci comprennent bien sûr les salaires, les consommations intermédiaires, ainsi que la valeur des équipements
ramené à 1 an par exemple d'utilisation. De cette façon-là, on peut estimer la valeur ajoutée de l'éducation nationale, de la police, de la justice par exemple, et bien d'autres services publics. Mais un problème équivalent existe dans le cas de la production marchande, si je reprends l'entreprise qui est juste au-dessus. En effet, on peut regarder à nouveau la formule de la valeur ajoutée, valeur ajoutée égale prix fois quantité moins CI. Eh bien, dans cette formule, on voit qu'il n'est absolument pas tenu compte à aucun instant de ce qui peut arriver lorsqu'une entreprise produit, et que vous allez voir apparaître ici, c'est-à-dire de sa pollution. Cette pollution représente un coût pour la collectivité, et cette équation n'en rend absolument pas compte. Il y a une perte de bien-être dont le calcul de la valeur ajoutée ne permet pas de rendre compte. Donc la valeur ajoutée n'est peut-être pas une bonne mesure du bien-être d'une population. Alors, pour conclure, la mesure de la valeur ajoutée et du PIB, on l'a vu, est très imparfaite, pose de nombreuses questions, production des services publics, pollution, et finalement repose sur des conventions.